Alors donc, ça introduisait malgré tout assez bien notre débat, puisque notre débat concerne la lutte contre le gaspillage. Je vous présente nos différents intervenants. À ma gauche, Antoine Vernier, chargé de mission au service consommation et prévention en charge du gaspillage alimentaire à l'ADEME. À sa gauche, Jean-Luc Sotonig, responsable alimentaire de l'IPRU de Boulazac, pas très loin d'ici. IPRU qui est un membre de COP Atlantique affilié à Système U, donc avec une particularité dont on parlera tout à l'heure. À ma droite, Rémi Gilbert, qui est directeur général de Commerceau. Et enfin, Éloi Choplin, donc, qui est notre monsieur web. Comme vous le savez, tous les débats et conférences de Fodali cette année sont en même temps retransmis sur le site web de fodali.com, et les internautes peuvent, soit via le chat de Fodali, soit via Twitter directement, intervenir dans nos débats également. Donc à vous, internautes, bienvenue également pour participer. Et Éloi, ce sera votre porte-parole durant le débat. Je précise d'ailleurs que, bien sûr, toutes les vidéos ensuite resteront disponibles sur le site de Fodali, ainsi qu'éventuellement des vidéos des différents intervenants qui seront faits après les débats pour éventuellement répondre à des questions auxquelles nous n'aurions pas pu répondre durant le débat. Voilà. Alors, il se trouve que là, nos différents intervenants se trouvent dans une forme de logique chronologique assez évidente. On va commencer avec Antoine Vernier de l'ADEME. Si vous voulez, Antoine Vernier de l'ADEME, donc, qui va nous expliquer déjà pourquoi l'ADEME a une expertise particulière sur les questions de gaspillage alimentaire, sachant qu'au départ, l'ADEME, c'est théoriquement la maîtrise de l'énergie. Pas seulement, justement, vous allez nous dire. Et alors, comment l'ADEME en est venu justement à s'intéresser et à devenir, d'une certaine manière, en France en tout cas, l'expert du gaspillage alimentaire? Eh bien, bonne question. En tout cas, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc on est basé à Angers et puis on a partout dans des directions régionales. Et en fait, le sujet du gaspillage alimentaire, c'est un sujet à la fois alimentation et c'est un sujet pas qu'énergie, puisque c'est aussi un déchet. Et il y a des impacts de la production jusqu'à la consommation des aliments qui sont importants. Ce qui s'est passé, c'est que nous, on avait révélé un chiffre qui était de 7 kilos en 2008 de gaspillage alimentaire dans les poubelles des ménages, c'est-à-dire des produits qui n'avaient même pas été ouverts et qui étaient dans la poubelle. Donc on a acheté, on a directement jeté et on avait estimé à 20 kilos dans les poubelles des ménages. Donc on avait ce premier chiffre qui faisait qu'on voyait qu'il y avait quelque chose, et puis il y a surtout eu le pacte en France, ou en 2013, qui a été signé en 2013 avec un objectif national. Donc le gouvernement s'est emparé de ces sujets. Il fallait une agence pour s'occuper de ce sujet et on était les mieux placés pour le faire, parce que c'est un sujet assez transverse et qui est d'abord un sujet environnemental mais aussi économique et donc social. Juste un petit mot sur ces estimations qui sont faites. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Parce qu'en effet, elles sont toujours assez impressionnantes, alors aussi bien parce que non seulement au niveau des ménages, ménagers, mais aussi en amont. On a des chiffres très très impressionnants, aussi bien en France, et il semble qu'ils sont à peu près corroborés au niveau mondial. Oui, alors on est vraiment très content parce qu'on a pu faire une étude qui n'a pas été faite dans les autres pays de manière aussi fine. Donc on sait dire ce qu'est le gaspillage alimentaire. Cette étude a été publiée en mai 2016 et elle dit effectivement ce que disait Élise, 10 millions de tonnes de gaspillage alimentaire. Alors 10 millions de tonnes, ça ne parle pas. Il faut savoir qu'il y a à peu près une personne sur 10 en France qui est en insécurité alimentaire. Donc ça fait quand même 6-7 millions de personnes. Si on leur donnait cette nourriture, ce qui n'est pas forcément évident, mais si on leur donnait, ça ferait comme si on leur donnait 9 repas par jour. Donc c'est juste pour montrer un peu l'absurdité du système. Et en euros, donc on a calculé en euros que ça représentait une valeur commerciale, ces produits, sachant qu'il y a aussi des coûts de traitement, des coûts environnementaux, mais juste la valeur de ces produits, c'est 16 milliards d'euros. Et par exemple, on sait que le programme Macron, pour les investissements dans la transition écologique, c'est 15 milliards d'euros. Mais pour une part, ce qu'on appelle ce gaspillage n'est-il pas en fait une perte inhérente au processus économique tout au long de la chaîne? Est-ce qu'on ne peut pas dire, là je me fais l'avocat du diable, mais certains industriels peuvent vous dire, bah oui, mais quand on produit, il y a forcément des écarts de production, des pertes, etc., qu'on ne peut pas forcément récupérer, ou qui peut parfois coûter trop cher de récupérer?
Alors il y a forcément des raisons, en tout cas. Sont-elles bonnes ou pas bonnes? En tout cas, il y a vraiment un consensus pour dire c'est pas admissible dans un pays où les gens meurent de faim, où en plus il y a un coût économique derrière. Quand on dit il y a un tiers de l'alimentation qui est perdue, faut quand même se poser la question. Alors, il ne faut pas négliger qu'il y a des raisons, donc qu'économiquement il n'y a aucun intérêt parfois à les chercher, que quand on décide de vendre des produits toujours de la même forme, bah forcément ça induit des écarts. Maintenant, ce qu'on observe, nous, puisqu'on a fait des études par acteur, c'est que les ménages, la restauration, les distributeurs, et maintenant on engage une étude avec les transformateurs, à chaque fois, on a des chiffres juste étonnants de gens qui réussissent à le réduire de moitié. Donc, ils sont très contents de le réduire de moitié. Donc, la réponse, c'est possible, et c'est des gains économiques importants pour l'acteur qui le réalise. Alors, vous me demandiez de passer une slide, j'espère qu'elle apparaît suffisamment. Donc, juste pour illustrer votre propos déjà sur la définition du gaspillage alimentaire. Ouais. Peut-être juste dire, parce que ça va vous intéresser sur la distribution, sur les 10 millions de tonnes, ce que représente la part distributeur. Alors nous, on fait un paquet, c'est-à-dire la distribution, c'est aussi les marchés nationaux, locaux, le commerce de détail, etc. C'est tout. Dans ce tout, donc on l'a estimé à 14%, donc 1,4 million de tonnes. Et la particularité, il y a ce qui est produit par les distributeurs à leur niveau, et puis il y a l'influence qu'ils ont. C'est-à-dire que peut-être ils vendent plus que le besoin du consommateur, et puis aussi ils ont un impact par rapport à leur cahier des charges sur l'amont de la chaîne. Donc il y a à la fois ce qui se passe chez eux, et puis l'influence qu'ils ont sur la chaîne alimentaire. Voilà. Alors effectivement, on a fait cette étude l'année dernière donc, avec Commerceau, qui l'a réalisée. On était hyper content de ça parce qu'on allait voir 5 grandes enseignes, donc Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché et Système U. Voilà, et donc on a construit avec eux cette opération pour que ça soit gagnant-gagnant. Et cette étude, elle reposait sur le fait de faire un calcul des coûts complets du gaspillage. C'est-à-dire, eux, ils savent ce que représente la valeur des pertes, c'est-à-dire les produits qu'ils ont achetés, qu'ils n'ont pas vendus, ça ils le connaissent en euros, pas forcément en poids. Par contre, ils ne mesurent pas, ils n'associent pas à ça les coûts de personnel. C'est-à-dire vous avez des personnels qui ont acheté, qui ont mis en stock, qui mettent en rayon et puis qui retirent et qui mettent en déchets. Ils n'associent pas non plus les coûts de déchets et les coûts énergétiques de conservation, de transport de ces produits. Donc quand on recoupe tout, eh ben, on se retrouve avec des résultats tout à fait étonnants et on comprend l'intérêt de lutter contre le gaspillage. Et donc sur la définition, effectivement on voit hein, la vente au prix, bah, c'est ce qu'il se passe dans 90% des cas. La vente stickée, c'est l'offre promotionnelle. Et donc nous, ce qu'on a regardé, c'est tout ce qui est, quand voilà, on les a sur les bras, bah, il faut trouver une solution. Soit ça a été cassé physiquement, soit on le traite comme déchet, soit c'est volé, soit on essaie de le donner. Alors ça n'est pas du gaspillage, mais nous on l'a regardé parce que c'est quand même une perte économique, en tout cas vécue comme telle, donc c'est pour ça qu'on voulait le regarder. Et puis la démarque inconnue, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de produits qui n'ont pas de gen code, c'est-à-dire qu'on ne flash pas, notamment les fruits et légumes. Et plus on est un petit distributeur, plus ça arrive. Et donc si on ne sait pas ce qu'on a jeté, eh ben, on va avoir du mal de retrouver les causes et puis de le traiter. Alors justement concernant les causes en distribution, alors après on en parlera sur le plan pratique, mais déjà, vous, quelle cause principale vous avez répertoriée ? Alors donc on s'appuie, il y avait 10 magasins hein, qui étaient engagés dans cette opération et on va parler des résultats. Sur les causes, on en a identifié je dirais 3. Mes slides m'aideraient, mais je vais essayer de faire de tête. Avancer, tac tac, là. Voilà, c'est ça. Alors c'est le nombre de références d'abord qui est un point important, c'est-à-dire que plus vous avez de références à traiter, on a d'ailleurs observé, puisqu'on a développé des technologies du big data qui nous ont permis de traiter 5 millions de données par magasin, donc c'est juste colossal. Ça a permis de révéler que 1% de l'assortiment, c'est-à-dire des références, constituait 20% du gaspillage. C'est-à-dire que c'est très peu de références qui concentrent très fort le gaspillage, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas preneur, et plus on est sur des durées courtes, plus on a des problèmes avec ces références. D'où le fait d'avoir une politique de référencement fine,
suivis pour éviter ce problème-là. La surmanipulation des produits. Je m'arrête sur ce point. Vous ne devez pas faire plaisir aux industriels qui déjà se plaignent d'être peu référencés, enfin d'avoir du mal à passer leurs produits en linéaire. Alors, et donc là, vous dites, attention, en plus, il y a des produits en linéaire qui tournent tellement peu qu'on en vient à les gaspiller, c'est ça? Oui, alors, bon, ce que disent la réponse, en tout cas, des distributeurs, c'est de dire, c'est une bonne politique de référencement. C'est pas forcément enlever des références, c'est en tout cas enlever celles qui ne marchent pas pour en mettre qui fonctionnent mieux. Voilà. Mais alors on peut en discuter. Hein. Oui, non, 600 références de yaourt dans un magasin, c'est évidemment plus compliqué à gérer, à ce que chaque produit trouve preneur. Mais tout ça s'intègre dans une politique globale, et qui a tort, qui a raison. C'est des débats. Sur manipulation des produits, donc les modes de commercialisation sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'on a des produits en pyramide, donc qui s'écrasent les uns les autres, et en plus les gens peuvent les toucher. C'est pas le cas quand vous allez par exemple sur un marché, très souvent on va vous donner les produits, et donc vous n'allez pas être 10 à les toucher pour finalement mettre en rayon. Ça fait des tâches, très vite le produit n'est plus vendable, plus personne n'en veut puisqu'on achète avec les yeux, et donc on a ce problème là. Et puis un dernier point qui est le facteur humain. Alors le facteur humain, alors le truc un peu évident, c'est de dire vous avez une poissonnerie, la personne est en arrêt 6 mois, elle connaît son rayon, elle sait conseiller, elle sait comment le faire tourner. Si c'est un intérimaire qui arrive, il va y avoir des difficultés, il va y avoir immédiatement un constat de perte, mais ça peut être aussi évidemment le fait d'avoir en tête, par exemple, ce qu'on a vu, tout le monde réfléchit en euros, personne réfléchit en poids, en se disant ah oui, c'est des repas qui pourraient être, c'est de la nourriture, c'est des gens qui les ont produits. Quand on commence à se dire ça, il y a une sensibilisation qui se fait au niveau des salariés, et chacun sait au quotidien que dans le détail, on réussit à lutter contre le gaspillage. Alors, quelques préconisations qui sont ressorties de cette étude? Oui, alors avant ça, peut-être les résultats, qui doit être la slide d'avant, pardon, je vous aide. Voilà, avant ça, les résultats, puisqu'on les a engagés, on a fait des diagnostics très détaillés, donc ils les ont surpris. Alors ce qu'il faut dire d'abord, c'est le coût du gaspillage alimentaire qui a été révélé. Donc en moyenne, donc on avait des magasins de tailles diverses, 400 000 € par magasin, ça représente 0,9% de leur chiffre d'affaires. 0,9% de leur chiffre d'affaires. Donc quand on est revenu vers les directeurs de magasins pour leur montrer ça, sachant que leur marge nette est entre 1 et 1,5%, ils se sont dit on n'est pas sur un sujet de communication, simplement on est sur un vrai sujet qui peut faire l'objet d'une politique d'entreprise, d'autant plus qu'il est consensuel, c'est-à-dire il ne va pas être subi par les salariés du magasin. Et puis la réduction, c'est-à-dire que les magasins sont plus ou moins engagés dans les préconisations qu'on leur a faites. Les bureaux d'études nous disaient franchement, ils sont déjà au taquet, parce que c'est vrai, il faut le dire, le taux de perte est autour de 2%, donc c'est très faible, c'est déjà énorme. Mais par rapport au volume vendu, ce 2%, ça fait 1 tonne 6 d'ailleurs dans nos magasins, 1 tonne 6 par an, par magasin de gaspillage. Et on a réussi à atteindre du moins 22% de réduction du gaspillage, et un magasin a même fait, je lis, moins 65% de réduction de son gaspillage. Ça a généré 70 000 € d'économie dans le magasin. Donc c'est aussi intéressant de se dire, d'ailleurs, sur les préconisations, par exemple, un magasin a dit on se concentre sur le coût de main-d'œuvre. J'essaie de réduire mes charges de personnel. Il y a un magasin, Auchan à Dury, qui a embauché 2 personnes pendant l'été pour faire de la vente assistée sur les fruits et légumes. Parce que ça permettait d'éviter que les produits soient touchés, d'apporter du conseil. Et comme c'est des produits qui sont sensibles, ils ont un coût de gaspillage alimentaire qui est juste énorme. Et en fait, il a fait une économie de 7 000 € sur la période des 2 mois de mise en place de cette action. Et donc pour terminer, peut-être que donc les préconisations de base. Préconisations de base, et puis on peut retrouver cette étude sur notre site internet, et on a 10 fiches actions qui correspondent à des recommandations éprouvées par ces magasins, dans lesquelles on retrouve le potentiel de réduction du gaspillage. Est-ce que c'est difficile, facile à faire? On vient de parler de la vente assistée, le coach anti-gaspi, diminuer le nombre de références, optimiser les stickages, etc. Vous retrouverez tout ça. Je crois que les conseils qu'il faut donner, c'est d'abord faire un diagnostic. C'est-à-dire que si on ne sait pas ce qu'est son gaspillage alimentaire, on vit un peu dans l'illusion que tout ça est formidable, j'ai fait le maximum, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais on ne se rend pas compte
que mis bout à bout, à chaque étape dans le magasin, il y a des pertes. Quand on les cumule, ça fait juste énorme, ça fait un coût financier. Donc il faut s'en rendre compte financièrement, et après il faut le partager. C'est-à-dire qu'il faut dialoguer avec ces équipes sur qu'est-ce qu'on veut faire. Et c'est eux qui vont savoir, qui vont avoir des idées sur comment je peux au quotidien trouver des petites solutions, et puis s'impliquer, et puis suivre ces actions. Très bien, merci. Je vais passer le micro à votre voisin Jean-Luc Sotoni, donc responsable alimentaire de l'IPERU de Boulazac. Avant que vous réagissiez très précisément à ce qui vient d'être dit, 3 mots sur le magasin pour qu'on voit ses spécificités. Alors, l'IPERU de Boulazac appartient au groupe COP Atlantique, qui est un groupe qui date des années 1800 et quelques, et qui est né du mouvement consumériste. Donc ce groupe-là, aujourd'hui, a fait environ 900 millions d'euros de chiffre d'affaires, et nous sommes rattachés à la centrale d'achat U. Donc nous sommes un groupe de coopérateurs, voilà. Donc la particularité. Donc le magasin de Périgueux, aujourd'hui, sur la partie alimentaire, réalise à peu près un chiffre d'affaires, grosso modo, entre 20 et 25 millions d'euros. Donc certes, au niveau des pertes, oui. Vous retrouvez dans les chiffres de l'ADEME? Alors, selon mes dernières statistiques, j'arrive à peu près dans ces niveaux-là, entre 2 et 2,20% quoi, sur la partie alimentaire, de produits qui sont en perte aujourd'hui. D'accord, donc c'est plus que la démarque même. Ou enfin, ça en fait partie, mais. Ouais, c'est toute la démarque. Alors en fait, au niveau de ce qu'on appelle les pertes, donc il y a plein de choses derrière ça. Donc il y a les produits qui sont cassés, comme vous avez dit. Voilà. Les produits qui sont en retrait, avec notre charte de retrait. Donc les chartes de retrait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on décide de retirer un produit, donc 30 jours avant sa date, donc limite de consommation ou ce qu'on appelle la DDM. Donc ces produits-là sont retirés de la vente. Donc bien sûr, ils sont stickés. Donc dans les pertes, il y a aussi tous les produits qui sont transformés, style en boucherie. Ben, vous avez des morceaux de viande qui ne sont pas vendables, les os, les choses comme ça, donc la graisse et tout ça, ça fait partie aussi de la perte. Vous avez les produits qui sont cassés à la manutention, cassés au transport, donc ça c'est énorme. Et puis vous avez aussi la case des clients, vous en avez parlé un petit peu de la case des clients. La case des clients aujourd'hui fait aussi partie des pertes. Donc moi, en termes de volume, ce qui est intéressant, c'est de savoir à peu près en termes de volume. Donc vous parlez de tonnage. Sur 2016, des produits qui ont été jetés, vraiment ce que j'appelle moi jetés, ça représente 180 tonnes sur le magasin. Donc en tonnage, c'est quand même énorme. Hors fruits et légumes, je précise hors fruits et légumes parce que les fruits et légumes, même s'ils font partie des pertes, ne sont pas jetés aujourd'hui. J'ai d'autres systèmes pour cela. Alors ça c'est pour le constat. Face à cela, avant de parler des actions, est-ce que vous sentez du côté des clients du magasin, d'une part, et du personnel du magasin d'autre part, une sensibilité à cette question ou pas encore? Voilà, est-ce que c'est une partie de la cause qui viendrait du facteur humain, justement, qu'il soit celui du client ou celui du personnel? Alors pour le personnel, ils sont sensibilisés en permanence sur le niveau de perte, puisque toutes les semaines, ils ont un état, un reporting avec le niveau de perte sur les plus grosses valeurs de perte, c'est les plus grosses données. Donc ça, toutes les semaines, ils sont au courant de ça, ils sont informés de tout ça. Après, pour tout ce qui est la partie client, je pense que l'information sur le magasin, il y a tellement d'informations dans un magasin que ça me paraît difficile. Mais je crois que c'est plus à la charge de l'ADEME, par exemple, ou d'autres informations, qui peut sensibiliser les clients à ce problème-là. Alors concrètement, justement, quelles actions vous avez mis en place déjà dans ce domaine? Alors, plusieurs actions. Donc la première action, elle est, je dirais, plus en amont. Ce qu'on a fait, nous, il y a une dizaine d'années, concernant les pertes, on a mis en place un système de réapprovisionnement automatique. Donc ce système-là, il permet de passer les commandes sans main d'œuvre, sans touche humaine, vu que c'est le système informatique qui permet par un historique de vente sur plusieurs périodes et par des prévisions de vente aussi, qui permet de tenir compte du stock, de permettre aussi qui tient compte aussi de tout ce qui est saisonnalité, de passer automatiquement les commandes auprès des fournisseurs. Donc là, ça a limité, je dirais déjà, entre 1 et 2 points le niveau de perte, rien que le fait de passer en système de réapprovisionnement automatique. Parce qu'en clair, le logiciel, pour faire simple, il ne se trompe pas. Il commande moins que le chef de rayon.
ils commandent mieux que les responsables de rayon. Ouais. Non, ça assure à sécuriser quoi. Ou sous, donc c'est dans les deux cas. Donc ça tient toujours compte du stock, ça tient compte de tous les effets de saisonnalité, des choses comme ça. Donc les systèmes informatiques aujourd'hui est vraiment performant. Donc le rapprovisionnement se fait en automatique, vous n'avez pas de visibilité, même pas de visibilité là-dessus. Sauf sur les produits frais où il faut avoir la touche selon la météo, des choses comme ça qui influent. Parce que ça, vous n'en parlez pas de la météo, mais à un moment donné, dans la grande distribution, l'effet météo est, je dirais, primordial sur certains rayons, quoi. La consommation peut être doublée ou triplée, ou divisée par 2 ou par 3, selon la météo. Aujourd'hui, par exemple, il va faire chaud pendant 2-3 jours. Au niveau de la production, sur toute la partie saucisserie, des choses comme ça, sur la partie des glaces, vous multipliez par 2 les ventes, quoi. Par contre, s'il y en a un temps très mauvais, comme en début de semaine, là où on en est, si vous n'en tenez pas compte, vous multipliez vos pertes inévitablement. D'autres actions, alors donc réapport automatique, ça c'est cette partie-là en amont. Et après, la partie aval, où là, dès qu'on constate des produits qui vont être en date limite de vente, bon, vous en avez parlé, ils sont stickés. Donc on établit des remises, nous, entre 20 et 50% selon le stock et selon la durée de vie du produit. Donc là, à un moment donné, ça nous permet de récupérer, je regardais d'après mes statistiques, à peu près entre 40 et 50% de la valeur en prix d'achat des produits. Et ça permet aussi aux clients d'avoir des produits à des prix réduits, ça peut être très intéressant pour eux aussi. L'autre, donc les sticks, l'autre point aussi, c'est qu'on appelle aussi DLC courtes, quoi. Enfin, les DLC courtes, ce qu'on appelle DLC courtes, qui sont bien sûr à des endroits bien précis, donc on a suivi vos préconisations. Oui, alors justement, oui, vous les mettez à part, parce qu'il y a un débat pour savoir s'il faut les laisser dans le rayon au même endroit. Alors moi j'ai testé les deux. Je trouve que le fait de les positionner à un endroit bien précis, ça permet aux clients de les identifier tout de suite. Et derrière ça, les clients habitués, eux, ils viennent chercher ces produits-là tous les matins, voilà. Donc là-dessus. Donc ça, c'est le stickage. Ensuite, on fait notre stickage auprès des fournisseurs. Bon, je prends par exemple, quand vous avez des yaourts, des choses comme ça, vous avez les fournisseurs qui peuvent vous donner des bons de réduction, donc qui permettent de sticker aussi les produits. Donc ça, c'est à la charge du fournisseur. Donc vous avez des bons de réduction immédiate en caisse. Ça permet vraiment, à un moment donné, de dégager pas mal de marchandises. Si vous sentez que vous êtes un peu long, vous avez des gens qui sont des spécialistes de ça, style Danone ou des gros groupes, qui ont les moyens de faire ça. C'est surtout les gros groupes qui font ça. Et après, on s'aperçoit que les gens, ils sont de plus en plus sensibles aux remises ou aux choses comme ça. Là, on sent que ce coup-ci, avec peut-être l'effet de la crise ou autre, c'est vrai que c'est relativement intéressant. Par contre, à côté de ça, il y a des produits qu'aujourd'hui, que je ne peux pas sticker ni rien du tout. La boucherie, par exemple. La boucherie, je ne le stick pas. Donc, c'est des produits qui sont donnés. Voilà. J'ai une partie des produits qui sont donnés. Bon, la boucherie, tout ce qui est viennoiserie, tout ce qui est pain. Là, j'ai soit les Restos du Cœur, soit Maison 24 sur Périgueux, qui, disons à peu près tous les jours, qui passent en magasin pour récupérer toute cette marchandise-là. Donc, en termes de chiffres, sur un mois, je donne à peu près, alors je parle en prix d'achat, moi sur la viande, je donne à peu près 2000 € de viande, à peu près, par mois. Donc on est sur les protéines, donc l'intérêt pour les bénéficiaires est quand même important. On est sur la viande, c'est des produits chers quand même, la viande, surtout du bœuf. Et puis après, sur tout ce qui est viennoiserie et tout ce qui est pain, c'est pareil, ceci c'est donné. De façon générale, oui, donc justement, en agrégeant tous ces chiffres, vous avez une idée de la diminution ou de la redirection de gaspillage alimentaire dans votre magasin, enfin réduction d'une part, et d'autre part, le fait que quand il y a perte, il n'y a pas gaspillage puisque vous donnez. En fait, il n'y a pas de gaspillage aujourd'hui. Il y a de moins en moins. Donc il y a un effort qui a été fait. Je passe en l'espace de 5 ans, on a dû réduire on était au-dessus des 3%, on est passé autour des 2%. Donc là, en termes d'euros, ça pèse quand même. Donc j'avais, ce que je faisais à une époque, c'est que je montrais en termes de visuel, côté visuel pour les employés, je montrais ça en termes de voiture. Voilà, de ce qu'ils avaient jeté en termes de voiture. Donc vous mettez une Twingo, le prix d'une Twingo c'est autour de 10-12 000 €. Voilà, vous retracez ça en termes de voiture et visuellement, on se dit, voilà, ce que j'ai jeté, ça me paraît gros. Je jette des voitures tous les jours, quoi, en clair. Voilà, donc visuellement, côté prise de conscience, je pense que ça c'est important, la prise de conscience. Mais alors, elle devient quoi cette somme théorique? Parce que elle n'est pas réelle, mais enfin, comptablement, elle devient quoi? Ça a une incidence directe sur les résultats, sur les résultats du magasin, sur la marge du magasin, donc les résultats du magasin, et puis aussi pour les primes, sur les primes, quoi.
directement, c'est la prime du personnel. Donc dès qu'on touche à ce côté-là, les gens, dès qu'on touche à l'argent, les gens commencent à être beaucoup plus sensibles. En fait, oui, c'est ça. En fait, Antoine Vernier, si vous voulez aussi intervenir là-dessus, puis après on passera la parole à Commerceau, mais il y a une combinaison à la fois complexe mais intéressante entre l'intérêt financier et l'enjeu moral, en fait, hein, dans ces questions de lutte contre le gaspillage. C'est pas l'un sans l'autre. Alors déjà Jean-Luc Sautoni, si vous voulez répondre, enfin c'est un peu des deux. Qu'est-ce qui motive? Il y aurait pas d'intérêt financier, peut-être que ça serait moins l'enjeu compliqué à mettre en financier. place. Je pense que l'enjeu financier, pour moi, aujourd'hui, il est quand même le plus important. Il faut être honnête. Et même nous, au niveau de tout ce qui est déchets, globalement déchets, à savoir que dans la grande distribution, aujourd'hui, on recycle tout. Tout est recyclé. Aussi bien les cartons, tous les cartons sont vendus, tous les plastiques sont vendus. Donc aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit à l'espace de 4-5 ans, on a des comptes d'exploitation positifs sur la partie déchets. Rien que le fait de récupérer voilà, tous ces produits-là, hein, tous les produits qui peuvent être réutilisés, comme carton, plastique, métaux, et ainsi de suite, quoi. Ça représente, rien que le carton, moi, c'est presque 200 tonnes par an, quoi, le carton, qui était jeté auparavant. Donc ça fait partie aussi des choses. Et pareil, les produits qui sont, finalement, je dirais, jetés, ces produits-là sont retraités aujourd'hui, sont recyclés. Bionerbal qui recycle tout ce genre de produits, qui servent d'une part à faire de l'énergie et un retour au sol après de la matière organique. Donc tout est retraité, tout est jeté. Il n'y a rien vraiment de jeté ou d'enfoui. Aujourd'hui, tout est retraité. Voilà. Même si ça a un coût. Moi, le coût, ça me coûte à peu près 40 € par tonne. Voilà, de retraitement aujourd'hui. Donc je sais combien ça me coûte. Allez, Antoine Vernier, oui. Oui, je veux bien intervenir. Oui, en tout cas, c'est sûr, quoi. Le coût financier, c'est le levier qui fait agir tout le monde. On est structuré un peu comme ça. En même temps, on a envie de le dépasser. C'est-à-dire que le problème du gaspillage alimentaire est un problème de valeur de l'alimentation. C'est-à-dire, en 1960, on consacrait 30 sur 100 de notre budget à l'alimentation. On en consacre aujourd'hui plus que 20. On a des produits qui sont de plus en plus transformés, dans lesquels on met du sel, de l'eau, des aromates pour que ça tienne. C'est-à-dire qu'on réussisse à les vendre à un coût de moins en moins important. Donc on voit bien que les produits se dégradent à la fois intrinsèquement, mais aussi que nous, on est décalés par rapport à ça. C'est-à-dire, il y a des enfants qui ne savent pas d'où vient le lait, quoi. Ou d'où vient le poisson pané, ça paraît curieux. Tiens, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est cette notion de valeur qu'on accorde à l'alimentation. Et je pense que si on veut quelque chose de plus durable, au-delà de je le fais parce que j'ai un intérêt financier, il faut quand même qu'on réussisse à se rendre compte que l'alimentation, on en a vraiment besoin, quoi. Et voilà, et que ça a une vraie valeur, et qu'une part non négligeante de travail de gens, voilà, dont la crise agricole existe, voilà, il y a une crise climatique, etc. Et que tout ça est lié, quoi. Donc, à mon avis, c'est intéressant de ne pas se contenter de le faire que pour l'argent. Par exemple, moi, j'ai observé, je suis allé chez un distributeur en lui disant, vous voyez, il était dans une ville de 4000 habitants. Ils étaient 3 distributeurs et ils jetaient l'équivalent à 3 de 1000 repas par jour. Donc ça pose question avec des gens qui ont déjà des difficultés à joindre les deux bouts. Donc il y a une question plus globale, mais voilà, qui est du sort d'un peu tout le monde. Bien sûr. Éloi, avant de passer la parole à Rémi Gilbert, quelques remontées du web éventuellement? Oui, sur le web, alors ça me permet de faire toujours mon petit point route. Le point route du web, le hashtag Faudalis est affiché déjà quasiment 900 000 fois, donc c'est pas mal, hein, un affichage de hashtag. C'est comme quand on voit une affiche sur la route, hein, c'est le nombre de regards qui passent devant cette affiche. Je reprends une image qu'on visualise tous. Alors, il y a des questions, effectivement, des questions autour du zéro gaspille, autour du suremballage aussi. Alors c'est un autre thème dans le gaspillage alimentaire, mais concernant le gaspillage, quid du suremballage? Et alors une autre question, mais vous avez peut-être un petit peu répondu déjà sur l'information pour le consommateur, pour le client. À quand un étiquetage particulier avec un degré de gaspillage, de suremballage, pour montrer vraiment tout l'impact de chaque produit? Voilà, bon, alors rapidement sur le suremballage, parce qu'en effet on est limite le suremballage, il a tendance vraiment à diminuer. Le poids des cartons diminue énormément. Je donne juste un exemple. Quand vous recevez des produits de Chine il y a une dizaine d'années, c'était pas du suremballage, c'est que c'est du triple, quadruple emballage. Vous aviez un carton avec des poids de carton énormes. Même les Chinois s'y sont mis.
Aujourd'hui, on s'aperçoit que les cartons, plus ça va, plus ils sont fins, plus le plastique est très fin, même plus Trop. parfois même trop, je dirais même parfois même trop. Enfin, je sais que dans l'eau, certains industriels ont remonté un tout petit peu. Ouais, sur l'eau, on avait des soucis. Les bouteilles de champagne, par exemple, c'est 2 grammes de moins, donc déjà, on dit c'est rien, c'est 2 grammes, mais vu les volumes qui sont passés à l'année, donc c'est énorme. Donc le suremballage, oui, il est en train de vraiment diminuer. Ouais. Antoine Vernier, un mot sur le suremballage et après on passe au... Sur le suremballage, faut pas dire que c'est pas une vraie question, mais disons que on sait par le Conseil national de l'emballage que sur un produit alimentaire, 80% de l'impact, il est lié au produit et non pas à l'emballage. Donc il faut juste le mesurer, c'est-à-dire on voit bien l'emballage, on l'a tous dans nos poubelles. Par contre le gaspillage, on ne le voit pas parce que c'est des toutes petites quantités. Or, en termes d'impact environnemental, il est plus important. Par exemple, la viande, vous parliez du bœuf, hein, c'est 16 000 litres d'eau qu'il faut pour produire 1 kilo de bœuf. Donc moi j'incite, par exemple, vous faites des pâtes bolognaises et vous jetez un peu la sauce, vous avez juste l'impression d'avoir pas fait un grand pain. C'est bien plus important que votre petit emballage plastique. Je dis pas qu'il faut pas aller dans des magasins qui proposent le vrac, mais voilà. D'accord, très bien. Alors, on suit notre logique maintenant avec Rémi Gilbert, directeur général de Commerceau. Il va nous expliquer ce qu'est Commerceau et vous allez comprendre donc pourquoi nous sommes dans une suite logique. Merci à vous. Donc, je suis Rémi Gilbert, je suis un des cofondateurs de Commerceau, qui est une société de l'économie sociale et solidaire qui a trouvé une activité autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Nous, on s'est rencontrés en 2011 avec mon associé Pierre-Yves Pasquet dans un covoiturage. Donc ça s'invente pas. Et donc lui était directeur des ventes chez Danone. Il constatait tous les jours le gaspillage en grande distribution quotidien. Il y avait des solutions qui existaient mais qui n'étaient pas forcément des solutions optimales. Moi je faisais du conseil en création d'entreprise dans le domaine agroalimentaire. On s'est rencontrés, on a monté une association, on a fait une étude de marché et on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait 1 500 000 tonnes d'invendus encore consommables qui étaient jetés chaque année par la grande distribution, l'industrie agro et puis les coopératives agricoles. Et seulement 5% de ces produits-là étaient redistribués aux associations d'aide alimentaire. Donc on s'est rapidement demandé pourquoi, quelle était la raison de ce constat. Donc on a poussé un petit peu nos investigations, on a rencontré pas mal de magasins. Et en 2013, on a créé la société donc Commerceau. On est donc une solution numérique et logistique de lutte contre le gaspillage alimentaire, essentiellement en grande distribution parce que c'est le secteur qu'on connaît le mieux. Et donc on propose une solution de collecte quotidienne avec un système de traçabilité des produits, de suivi de la chaîne du froid. On passe donc tous les jours en grande distribution avec des caisses équipées de puces RFID, de flasheurs, de traceurs, de sondes de température qui sont placées en association au magasin et dans notre camion pour libérer les énergies, permettre au magasin de donner toutes ces familles de produits, tous ces rayons, en suivant les chartes de retrait qui sont pratiquées dans les différentes enseignes. Et parallèlement à ça, donc on est aussi une solution numérique, c'est-à-dire qu'on rentre dans le détail des données du magasin. On essaye de faire de la gestion un petit peu plus fine, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de données, beaucoup de grandes masses, et on se rend compte que parfois, la grande distribution peut avoir tendance à dire « moi je fais de la vente en promo », c'est la solution quasi miracle. Sauf que on rentre dans les systèmes d'information et on se rend compte que en moyenne, chez nous, les produits en vente promotionnelle sont vendus à peine 50%, entre 40 et 60% en fonction des magasins. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est d'apporter des reportings aux magasins pour bien gérer cette partie stickage, de gérer au mieux les corners qui sont faits de produits en vente promo pour qu'ils soient justement vendus, parce que c'est vrai que c'est un atout pour le magasin, c'est un atout pour le consommateur, parfois même pour les salariés. Mais l'idée, c'est qu'aussi ces produits-là ne partent pas à la poubelle. Donc comment optimiser ces produits stickés et aussi derrière tous ces produits qui ne vont pas être vendus en promotion, comment ils peuvent partir dans le don pour qu'in fine, on ne puisse plus jeter de produits. Donc bon, c'est une belle idée qui malheureusement n'arrivera jamais parce qu'on a tout un tas de produits qui sont sortis des rayons, qui sont cassés ou forcément il y a des produits qui ne pourront jamais être donnés. Mais comment on peut essayer de diminuer drastiquement cette partie-là ? D'accord, alors justement, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre activité maintenant? Avec combien de magasins travaillez-vous? Quel volume ça représente? Pour quel type de débouchés, si j'ose dire? Alors, on travaille actuellement avec plus de 200 magasins. La particularité chez nous, c'est qu'on fait travailler des personnes en insertion sur la partie transport.
Magasin, c'est hypermarché, Oui, hypermarché, prioritairement. supermarché, voilà. Pour l'instant, assez peu sur les proxys puisque on a des coûts de transport, donc le coût de frein a un coût chez nous, donc on essaie de chercher des magasins qui n'ont pas forcément été dans une politique de dons régulière, etc., où il y a un potentiel d'optimisation. Donc on travaille avec 200 magasins, on a 45 chauffeurs en insertion qui travaillent pour nous tous les jours, du lundi au vendredi, voire même du lundi au samedi. L'an passé, on a redistribué 3000 tonnes de marchandises, donc ça représente 6 millions de repas. On prévoit de faire plus du double cette année. Voilà, donc on travaille avec toutes les enseignes de la grande distribution. Au départ, on est parti avec les indépendants parce que c'était plus simple, la relation était plus pratique. Et puis on travaille aussi avec toutes les associations d'aide alimentaire. On a des conventions nationales avec la banque alimentaire notamment, on travaille aussi avec les restos et puis tout un tas d'associations locales. On s'inscrit à chaque fois dans le panorama du magasin, c'est-à-dire qu'un magasin qui travaille déjà avec des associations, on les inscrit dans les boucles logistiques pour leur maintenir les quantités, et on essaye même de développer pour voir si elles veulent un jour de plus par exemple dans la ramasse et voir quel produit supplémentaire elles pourraient récupérer. Alors on voit bien que là, en effet, il y a une forme d'optimisation logistique de la chaîne du don, mais malgré tout ça a un coût. Comment c'est financé ? Alors le business model, c'est un financement qui est exclusif grande distribution. C'est gratuit, c'est complètement gratuit pour les associations parce que vous connaissez la situation des associations d'aide alimentaire. L'objectif de Commerceau, c'est in fine de faire réaliser des économies à nos clients. Donc en fait, on vend un système d'enlèvement, une prestation de transport et d'utilisation du logiciel. Donc à la fois la partie reporting sur les familles de produits pour voir un peu ce qui a été vendu, donné, jeté, et puis cette prestation de transport. Je ne vais pas faire une négociation entre vous deux, c'est pas le lieu, mais théoriquement, Jean-Luc Sottoni, le fait, d'ailleurs vous le faites déjà peut-être d'une manière ou d'une autre, mais d'avoir un coût d'une part d'enlèvement, c'est quelque chose que vous pouvez admettre. Et donc financer, et d'autre part le fait d'avoir un retour d'analyse sur tout ça, avec un logiciel adapté, tout ça, ça correspond à des besoins du distributeur. Ça correspond tout à fait, oui, à des besoins de distributeurs. Bon, pour ma part aujourd'hui, ce système-là, je l'ai, système de reporting en automatique. Oui. Donc je sais exactement tous les jours les produits qui sont jetés. Du reste même, il y a une étude qui est faite sur une étude mensuelle qui est faite. Tous les produits qui n'ont pas de rotation réelle sont éliminés des rayons. Voilà, sont déréférencés directement. Avec notre système informatique, on peut déréférencer ou pas un produit. Ça va relativement vite pour nous. Donc ce système de reporting, oui, pour les magasins, je crois qu'aujourd'hui il est nécessaire, quoi. Parce que quand on s'aperçoit que qu'il n'y a pas de suivi sur un rayon, on peut s'apercevoir des fois que sur des produits, vous avez des pourcentages de pertes qui sont supérieurs à 50%, voire 100% sur les produits, si vous n'y faites pas attention. Le nombre de références alimentaires aujourd'hui, moi j'ai plus de 20 000 références alimentaires, quoi. Donc là-dessus, c'est quand même dur à suivre tout seul, quoi. Alors Rémi, justement, en général, de votre expérience, vous pensez qu'en moyenne, dans un magasin, vous pouvez contribuer à réduire le gaspillage de quel ordre ? Alors nous, on parle en taux de don, c'est-à-dire qu'un magasin qui généralement donne, on prend des magasins qui sont aux alentours de 10-20% de taux de don, on arrive à les monter aux alentours de 60-70% de taux de don. Donc il y a toujours 20-30% de produits qui ne pourront pas être donnés pour toutes les explications qu'on a pu donner. Et oui, justement, je vais vous poser la question, donc j'insiste là-dessus. Un taux incompressible de quel ordre ? Donc 20-30%. 30%, oui, tout à fait. Antoine Vernier, vous êtes d'accord ? Enfin, c'est quelque chose qui correspondrait à ce que... Si déjà on descendait à ça, ça serait bien. Oui, c'est-à dire de toute façon, si après c'est pour donner des produits qui seront un peu abîmés, qu'ils n'ont pas le temps d'écouler et que ça soit perdu au niveau des associations. D'accord, oui, donc excusez-moi, je vous ai coupé. Oui, donc sur les résultats, donc le taux de don multiplié par 2, quoi, pratiquement. Oui, voilà, c'est ça exactement. Après, donc, le fait de s'impliquer dans des partenariats associatifs aussi ouvre droit au magasin un crédit d'impôt, qui est de hauteur de 60% du prix d'achat hors taxe des produits. Depuis l'année dernière, il y a une obligation aussi pour la grande distribution de conventionner avec des associations d'aide alimentaire pour justement permettre à ces associations de récupérer plus de produits. Et puis le dernier point, c'est de tous les produits qui sont donnés ou vendus en stickage. Ce sont tout un tas de produits qui ne passent pas à la benne, en déchets. Et ce sont autant d'économies qui sont réalisées par le magasin, ouais, tout à fait.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions dans la salle? Pas encore. Et sur le web, Édouard, peut-être des nouvelles choses? Oui, alors sur le web, c'est toujours le suremballage qui tient la corde. La question du zéro gaspille est toujours... Mais parce qu'il y a peut-être une distinction entre le gaspillage, le zéro déchet, où on a vu une tendance autour du zéro déchet, mais ça c'est plus pour les particuliers évidemment, et c'est pas tant pour les magasins. Donc là, je crois qu'on a bien vu que le zéro déchet, le zéro gaspille, c'était réellement impossible de l'atteindre. C'est un petit peu ce que j'en conclus. Au niveau des distributeurs, oui, au niveau du... au niveau des distributeurs, le zéro gaspille. Sauf après faire évoluer un peu le modèle, quoi. Oui, alors oui, ça demanderait, ça demanderait une logistique totalement différente, c'est-à-dire que grosso modo, le client passe commande, le consommateur passe commande avant d'acheter des produits pour qu'on achète exactement la quantité de produits. Et qu'il n'y ait jamais de casse. Ça me paraît. Non, mais bien sûr, c'est pour montrer le caractère illusoire de la chose. Ça me paraît très difficile aujourd'hui, quand même. Surtout que le consommateur, oui, selon le météo, j'en ai parlé tout à l'heure, mais selon d'autres facteurs, il peut changer carrément de consommation très rapidement. Donc ça me paraît très compliqué là-dessus, quoi. Alors une question peut-être, oui pardon. Non, juste là-dessus, c'est que en fait on voit bien que dans nos fonctionnements, il y a vraiment un décalage entre ce que la Terre peut faire, hein, c'est-à-dire qu'il y a des saisons, en ce moment voilà, il y a des produits qui sortent et on fait de la publicité qui coûte 10% à chaque entreprise pour dire consommer comme ça. Donc vous, le consommateur, nous ce qu'on fait, c'est on achète, on dit ce qu'on a envie. Pas forcément ce qu'il faut faire. Or dans votre frigo, des fois si vous voulez qu'il n'y ait plus rien, vous faites ce qu'il faut faire. Parce que vous avez envie. Voilà. Et donc il y a bien un décalage dans notre fonctionnement. C'est là où je dis, oui, il y a l'enjeu fort, c'est d'essayer de reconnecter à une responsabilité un peu mieux partagée. Voilà. C'est là où il y a un modèle à jouer. Une question, Benoît, je me permets. Si la casse est optimisée, qu'en est-il de la valeur perdue à cause de la rupture? L'optimisation économique est-elle réelle? Alors, oui. Question sur le chat. Versus la rupture, donc oui. Alors, la rupture, moi, estimé à peu près, un taux de rupture à peu près de 2% sur l'alimentaire. Alors, donc ça aussi, c'est une mauvaise chose. C'est aussi une mauvaise chose. On n'est plus dans le gaspillage. Alors, la rupture, il y a deux facteurs sur la rupture. Soit le client est habitué à son produit et il y a certains produits, ils ne sont pas capables de changer, ils ne veulent pas changer de produit. Donc ça me paraît compliqué. Quand vous êtes habitué à une marque, alors il y a des choses très typiques, hein. Vous avez le café, vous avez une rupture sur le café, vous êtes habitué à un café, vous n'irez pas changer. Par contre, sur d'autres produits, je dirais plus de base, sucre, farine ou autre, vous aurez plus tendance à changer de produit et de passer sur une autre marque. Donc là, l'impact est moins important. Par contre, sur d'autres produits, là, vous risquez carrément, le facteur le plus important, c'est de perdre carrément le client, quoi, si vous avez des ruptures sur ces produits-là. Donc là, le risque, il est important quand même. Ça dépend après oui, où on se situe. C'est vrai que par exemple, pour les marques, évidemment, vous ne serez pas d'accord, mais pour les marques, la rupture, elles ne l'avoueront pas publiquement, mais c'est au moins aussi grave que le gaspillage. C'est un fait. Pour les marques aujourd'hui, c'est des pertes de marché. Voilà. Donc pour elles, je crois que la moindre rupture, aujourd'hui il y a des suivis qui sont faits par les commerciaux dans les magasins, ils suivent exactement leur assortiment et ils pointent leur assortiment, ça fait partie de leur travail principal. Donc dès qu'il manque une référence, ils vous en font part, ça je vous rassure. Alors justement derrière ça, on a en effet une mutation du modèle qui sera forcément longue, puisqu'on avait un modèle finalement qui assumait le gaspillage d'une certaine manière, ce qu'on appelait la consommation de masse. Il intégrait ça, et après tout, c'était peut-être acceptable à ces périodes-là. Voilà, alors maintenant, pourquoi ça ne l'est plus, vous l'avez dit, il y a une proportion importante de la population. Alors vous dites qui est en insécurité alimentaire, juste parce qu'il faut bien parler de ça aussi, puisque c'est ça que ça veut dire. Alors c'est vraiment très précisément, codifié, voilà, ça veut dire quoi? Très codifié, ça veut dire qu'ils peuvent pas se nourrir en quantité ou en qualité. C'est quantité ou quantité ou en qualité. Ouais. Et donc voilà, c'est 7 millions de personnes en France, dont seulement une la personne moitié sur 10 plus. En fait, dont la moitié seulement va dans les associations. L'autre moitié, ils y vont pas, ils se débrouillent, quoi. D'accord. Alors justement, concernant les associations aussi, on soulève parfois dans le don la difficulté, alors personne n'est en cause, c'est un manque de moyens éventuellement, hein, mais la difficulté en effet à optimiser cette logistique. Alors là, Rémi, vous avez parlé de l'optimisation au niveau de la collecte, mais il y a aussi l'optimisation au niveau de l'éclatement, si j'ose dire, de ce qui est collecté, non?
Ah oui, tout à fait. Oui. C'est pour ça que, par exemple, les banques alimentaires ont été créées. C'est-à-dire que eux, ils sont chargés de faire des collectes de magasins, donc sur des périmètres qui sont assez restreints, puisqu'ils ont des moyens qui sont forcément limités. Et ensuite, derrière, les associations qui sont affiliées banques alimentaires, notamment, vont venir se ponter, donc venir chercher les produits à la banque alimentaire ou être livrés. Et pour les Restos du Cœur, c'est un système qui est un peu différent, c'est-à-dire que les bénéficiaires viennent directement aux associations pour chercher leur colis de produits. Mais c'est vrai qu'il y a toute une disparité de moyens au niveau des associations. Il y en a certaines qui sont équipées de camions frigorifiques de plus ou moins grande taille, d'autres qui ne le sont pas, mais qui vont quand même collecter des produits frais. Donc en termes de sécurité alimentaire, ça peut parfois poser certains problèmes. Je vais venir, vous vouliez intervenir, Antonin? Ouais, non, je voulais dire juste l'enjeu. En fait, on a quand même des gros atouts en France qui sont très particuliers. D'une part, il y a une loi sur les biodéchets, donc qui oblige les gros producteurs, dont font partie les distributeurs, à les valoriser. Donc du coup, c'est un coût qui augmente. Donc c'est visible et ça leur donne envie d'agir. Deuxièmement, il y a la défiscalisation, qui est la loi Coluche de 86. C'est-à-dire que quand vous donnez des produits, 60% de leur valeur est déduite de vos impôts sur les bénéfices. Donc c'est juste unique au monde. Il n'y a pas un pays qui fait ça. Donc voilà, il faut vraiment le souligner. Et puis un troisième facteur, c'est l'obligation de donner, enfin en tout cas de signer une convention depuis cette année, dès lors qu'on fait plus de 400 mètres carrés. Donc voilà, c'est un concours, un ensemble de choses qui fait que ce sujet-là, il est vraiment fort. Et à mon avis, l'enjeu, il est plus, parce que c'est une très bonne question que vous avez posée. Il y a une économie qui a été réalisée. Qu'est-ce qui se passe avec cette économie? Et la question, c'est, vous le faites vous, peut-être vous allez acheter des produits bio de meilleure qualité et vous allez rentrer dans un cercle vertueux. Voilà, il y a des collectivités qui font ça, qui ont réduit leur gaspillage de 80% parce qu'ils voulaient avoir des produits bio pour leurs enfants. Et c'est tout le territoire qui a évolué vers une modification de la chaîne alimentaire. Et c'est ça qu'il faut réussir, dans lequel il faut impliquer. Quand je dis changement de modèle, moi je pose la question, quand on fait des réductions de gaspillage, qu'on bénéficie des réductions d'impôts en faisant du don, je pense que l'enjeu il est de conseiller et d'accompagner les distributeurs pour faire évoluer leur modèle. Juste Antoine Vernier, une petite question sur vous évoquez la loi, c'est la loi dite Garot, c'est ça. Juste pour l'information de tous, dire les principaux points, alors vous avez évoqué le dispositif, l'obligation pour les plus de 400 mètres carrés, l'obligation de don. Quelles sont les autres grandes lignes de cette loi? Alors il y avait aussi une loi de transition énergétique, c'était le fait dans les cantines scolaires plutôt, les restaurations collectives, d'avoir une démarche anti-gaspi. Ça a fixé l'objectif de réduire de moitié le gaspillage alimentaire d'ici 2025. Oui. Interdit de javeliser les produits. Voilà donc. Obligation de sticker les produits. Alors, je répète un peu là. À partir d'une DLC, enfin d'une limite d'un delta, ouais, d'accord. Voilà. Et puis ça a fixé une hiérarchie, c'est-à-dire vous devez d'abord réduire, le don ça vient ensuite, et ensuite la valorisation. Réduction du gaspillage, don et pour finir valorisation des écarts. Et puis intégrer ça, alors dans l'éducation nationale, voilà, en parler, et puis également. La RSE, c'est-à-dire dans la RSE, il faut l'écrire. Et par exemple, Carrefour s'est engagé sur un objectif, je crois, de moins 50% à 2020. Voilà. D'accord. C'est des groupes internationaux, donc ça influe. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, interventions dans la salle? Et une question ici. Alors voilà, un peu de gymnastique. Merci. Et merci de vous présenter, comme ça on saura d'où vient la question. Bonjour, je m'appelle Charlie Bernard, cofondateur et dirigeant de la société Nature Concept. Vous avez pu voir ou goûter les assiettes hier à midi. Ce sont des assiettes en son de blé. Donc si on peut faire des assiettes, c'est qu'on peut faire aussi de l'emballage. Le son de blé, c'est un déchet qui n'est pas révalorisable. Là, on en fait quelque chose de solide. Dans les déchets, justement, il y a une séparation de l'organique et du plastique, ou qui n'est pas biosourcé, en fait, qui va être importante. Les nouvelles taxes vont arriver. On peut faire de l'emballage très facilement avec du son de blé de toute forme, avec de la fécule de pomme de terre pour du souple, avec du son de blé pour du solide. Par exemple, je ne sais pas si on a Fromarsac à Périgueux, qui est une entreprise qui vend justement Saint-Maury que vous avez vu devant. Ils vendent aussi des cabécous, des petits fromages. Alors souvent c'est du plastique ou du carton, les petits plateaux. Si on met du son de blé avec un emballage fécule autour, tout est organique. Donc en termes de gaspillage ou de tri des déchets, on peut passer en méthaniseur directement, on crée du gaz avec du déchet. Et ce qui a fait ce plateau vient d'un déchet aussi.
Donc il n'y a plus du tout de coupure dans la chaîne de l'emballage. Très bien, merci pour cette information qui était une page de pub gratuite, mais je vous en prie, non. Non, mais légitime. Merci beaucoup. Merci. Une autre question ou intervention, Éloi? Non, si, parce que sinon j'en ai en stock aussi. Oui, une dernière question qui vient d'arriver sur Twitter. Obligation de convention de don pour les magasins de plus de 400 mètres carrés. Quid des magasins en ligne? Ah, e-commerce. Ouais. Alors ça c'est la colle. Bon, la colle. Alors, si, pour les magasins en ligne, en fait, l'obligation est la même parce que les magasins en ligne, donc il y a le drive déjà qui fait partie pour l'essentiel, oui, du magasin, et après il y a des géants qui sont en train de se lancer, type Amazon, qui eux en fait font des grosses plateformes, et ces plateformes d'allotissement en fait de livraison sont elles-mêmes soumises à cette obligation. À propos également du don, vous l'avez tous évoqué, mais il faudrait quand même peut-être un peu y revenir parce que c'est un point important, c'est la question de la sécurité des produits. Alors d'abord, il y a la sécurité des produits, en effet, puisqu'ils sont en fin de vie, c'est particulièrement quand même délicat. C'est-à-dire que il y a pas si longtemps, on aurait peut-être pu trouver scandaleux de donner des produits en fin de vie à des nécessiteux. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ce qui maintenant, premièrement. Et au passage aussi, alors parce que vous avez commencé, il y a la question de la gestion des DLC aussi. On a parfois accusé les produits d'avoir des DLC trop serrés. Mais il faut savoir que c'est vrai qu'il y a 10-15 ans, c'était une demande, c'était une vraie demande sociale pour garantir la sécurité des produits, par exemple des yaourts, des produits ultra frais. On demandait aux industriels de bétonner leur position en termes de risques parasitaires et bactériologiques. Maintenant, on leur demande presque le contraire, à part qu'on leur demande peut-être de prendre un risque. Enfin, tout ça est bien compliqué. Alors Antoine, sur ces deux questions, la sécurité au niveau du don, et puis derrière ça des DLC. Vraiment des bonnes questions. En tout cas, d'abord, sur les DDM, la loi de transition énergétique a fait qu'il y a plusieurs produits, catégories de produits, l'alcool, les bonbons, enfin, je ne sais plus lesquels, qu'on a enlevés, ils sont plus soumis à des DDM. Voilà. Donc, l'alcool ne peut pas être donné. Voilà, mais en tout cas, on a enlevé les DDM pour éviter la confusion de tiens, j'ai dépassé une DDM alors que vous pouvez continuer de consommer le produit. Donc voilà, les choses avancent là-dessus. Pour préciser les dates, DDM, c'est ce qui était la DLUO avant quoi. La DLC, il ne faut pas dépasser, c'est dans les risques sanitaires. La DDM, donc c'est des dates plus longues sur des produits qui n'évoluent pas dans le temps. Donc c'est juste le goût qui change, mais vous pouvez sans danger, sans risque. Vous pouvez d'ailleurs même les vendre, etc. Et donc on a enlevé pour éviter la confusion sur un certain nombre de catégories de produits. Voilà. Après c'est fixé par l'industriel lui-même, donc peut y avoir des jeux autour de ça. Moi, le point d'attention peut-être là-dessus, je pense que c'est pas tellement une question de DDM, etc. C'est-à-dire les gens sont de mieux en mieux équipés en termes de frigo, d'informations, on a tout, et pour autant le gaspillage a augmenté. Donc c'est moins une question d'information, de tous ces sujets-là, que de l'attention qu'on a au truc qui renvoie à la valeur qu'on accorde au produit. C'est-à-dire si vous accordez de la valeur à quelque chose, vous allez tout faire pour éviter de gaspiller. Et donc, encore une fois, l'alimentation a baissé par rapport à des tas de choses pour lesquelles vous accordez plus d'importance. Et plus globalement, par rapport à la question de la sécurité sanitaire, quand vous accueillez chez vous, c'est rare ceux qui vont proposer des restes. Vous voyez, il y a une sorte de bienséance, c'est-à-dire qu'il y a plein de normes, tout est très codifié, vous devez faire en sorte que personne ne manque, vous n'avez pas forcément osé demander qu'est-ce que vous aimez manger avant, etc., etc. Et donc vous allez plutôt respecter ça, plutôt que de lutter contre le gaspillage, qui n'est pas votre priorité. Et ce qui se passe là, quand on en parle, c'est qu'on l'augmente un peu. Et donc, par rapport à la question sanitaire, qui est importante, c'est toujours embêtant d'avoir des problèmes gastriques, mais c'est un équilibre à trouver. C'est ce principe de précaution, il génère tout à l'heure, on parlait de 1 tonne par semaine chez un industriel de viande qui est jetée, pour des raisons vraiment obscur, où le risque est juste infinitesimal. Donc, est-ce qu'on accepte de ne pas courir ce risque et de jeter, ou est-ce qu'on dit bon? Sur ça. Alors, c'est un sujet, je dirais, c'est un sujet primordial. Là, on s'aperçoit où il y a le plus de pertes aujourd'hui, ce sont sur les produits qui n'ont pas forcément de date. Style la boucherie, les fruits et légumes. En volume de pertes, c'est les rayons qui, moi, causent le plus de produits qui sont jetés. Les fruits et légumes, à un moment donné, les chocs,
une banane trop mûre, tout ça c'est pas consommé. Donc c'est jeté. On peut rien en faire. Aujourd'hui on peut rien en faire. Donc, sauf bon, pour les fruits et légumes, moi j'ai trouvé une solution en interne, c'est que j'ai un élevage pas très loin. Il y a un élevage pas très loin de sangliers, donc lui il peut récupérer tous ces produits-là, donc ils sont consommés. Bon, c'est un élevage quand même. Mais ça représente quand même aujourd'hui une part très importante. Comme le poisson par exemple, c'est des produits que je ne donne jamais. Risque sanitaire très important sur le poisson. Un steak haché, je ne le donne pas. C'est les produits que je n'ai pas le droit de donner. Risque sanitaire sur les steaks hachés, vous faites des analyses dessus quelques heures après, même que vous achetez un steak haché que vous faites, qui est fait carrément sur place, quelques heures après, il commence à s'altérer. Il y a des risques d'hystéria ou autre dessus. Donc c'est un risque vraiment qu'on ne peut pas prendre aujourd'hui. Donc tous ces produits-là ne sont pas donnés. Par contre, il va y avoir un changement de législation sur les steaks industriels qui n'avaient pas le droit non plus d'être jetés, qui étaient donc sous blister et sous gaz en fait, sous azote, et qui ne pouvaient pas non plus être donnés aux associations d'aide alimentaire. Ça, c'est vrai que ça cause un sérieux problème, puisque la viande, c'est vraiment un élément qui manque essentiellement. Oui. Enfin, cela dit, quand même, sur les produits à risque listeria, il faudra quand même faire un peu attention. C'est quand même, en certains, donc les steaks hachés. Là, c'est les industriels. Hein, c'est vraiment après ce que disait. C'est un risque qu'on ne peut pas prendre aujourd'hui. Oui, je crois qu'on ne peut pas demander à un distributeur de balancer de la listeria. Non, et même à ce sujet-là, dès que j'ai des retraits qualité, vous avez des retraits qualité sur tout un tas de produits, je suis obligé d'informer aussi les organismes de dons pour leur en faire part. Si des fois ce produit-là aura été donné, qu'ils fassent aussi le retrait nécessaire, quoi. Antoine Vernier, rapidement, et madame ensuite. Oui. Enfin, juste là-dessus, en rebond, quoi. C'est juste en une seconde. C'est que je me souviens, il y a 5 ans, quand on démarrait le pacte, les gens se cachaient derrière ce truc-là. C'est-à-dire, on disait, je ne donne pas parce qu'il y a un risque sanitaire. C'était global, et puis du coup, on donnait rien. Aujourd'hui, voilà, c'est 10-20%, on arrive à 60%. Et donc, il faut regarder. Il ne s'agit pas de dire, on va faire courir des risques, c'est évident. Mais simplement, il y a des marges. Il faut regarder les choses point à point, et on voit qu'on peut beaucoup progresser. Non, ne pas se cacher. Merci. Madame Oui, bonjour, Isabelle Lauré, Société Covisio. Donc, une réflexion de Monsieur Vernier sur les restes m'a amené à poser la question, est-ce qu'on a fait des progrès sur les conditionnements? Et moi, en tant que consommatrice, j'ai pas vraiment l'impression sur les conditionnements pour les petites familles et les familles à nombre impair. Oui. Parce que souvent, souvent les steaks sont par 2. Ouais. Et voilà, donc on est 3 ou 5. 3-5, ça marche pas. C'est un peu compliqué. Je voulais savoir s'il y avait eu un effort fait dans ce sens-là. Oui, il y a eu des évocations. Enfin, il y a notamment même des distributeurs, je crois que c'est Monoprix, qui ont fait de la pub pour dire qu'ils réduisaient leur format ou ils adaptaient. En tout cas, nous, on observe ça aussi, on le partage, quoi. C'est-à-dire, on pense que l'avenir, c'est d'avoir des variétés d'emballage. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire que l'emballage, il est utile, quoi. Il est utile, par exemple, il protège les produits bio, il permet de conserver des produits, il permet de les transporter, et effectivement, il permet de répondre à des attentes de consommateurs qui sont de plus en plus variées en fonction d'un modèle familial. Et aussi des modes de vie qui évoluent. On se déplace beaucoup, on mange à l'extérieur. Donc voilà, c'est des très bons sujets, mais ils sont largement pris en compte par les industriels. Merci. Une autre question ? Alors c'était pas vraiment une question, donc c'était en lien donc avec la thématique du gaspillage alimentaire et aussi pour faire écho à ce que disait Monsieur Vernier sur réinterroger la valeur de l'alimentation, ce qui se faisait en restauration collective. Donc c'était juste pour préciser que les repas que vous consommez donc hier et aujourd'hui, c'est fait par un collectif qui s'appelle Les Pieds dans le Plat, qui regroupe des cuisiniers et des diététiciens de restauration collective et qui travaille pour justement introduire des produits bio et locaux en restauration collective. Parce que la restauration collective aujourd'hui, c'est un levier quand même pour travailler sur le gaspillage. On parlait saisonnalité, effectivement, c'est retravailler avec les produits qu'on va trouver au fur et à mesure des saisons. C'est un peu à l'encontre de ce qu'on trouve en GMS, mais c'est aussi revenir à ces valeurs-là. Et donc, je vais laisser peut-être Laurent, qui est cuisinier, vous parler un peu de juste 1 minute de son expérience. Une minute, c'était prévu d'ailleurs. Bonjour, je m'appelle Limousi Laurent, je suis cuisinier au restaurant scolaire Mucilan. Je m'occupe de 220 gamins et je suis à 80% bio. Alors du coup, moi, mon parcours, il est un petit peu bizarre parce que je n'étais pas du tout pour le bio. Et dû à des formations que mes élus m'ont demandé, je suis sorti ravi, et tout à fait ravi. Donc j'ai monté un projet et je suis allé voir ma municipalité en disant, voilà, en 3 ans, je veux passer de 0 à 80% bio. Et là, à l'heure actuelle, je suis à 80% bio, avec un prix du revient de repas à 2,20 €.
À 0, on était à 0 bio, on était à 1,60 et là, on est à 2,20 €. En plus de ça, on fait les enfants pèsent tous les jours leurs déchets, que ce soit élémentaire ou primaire. Et là, on est à 10 grammes de déchets par enfant. Donc voilà. Bien. Eh ben, merci beaucoup pour cette illustration, qui était aussi une page de pub gratuite, mais pour la bonne cause. Merci à tous pour votre attention. On applaudit nos intervenants, on les remercie. Et rendez-vous au prochain débat. Merci.